Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous, salut à toutes. Dernier débrief de l'année scolaire avant la coupure d'été. On va revenir sur l'actualité politique de la semaine, mais qui est largement dominée par le remaniement, enfin le mini remaniement. Il y a, je sais pas, 8 sortants, 8 entrants, et quelques changements. Alors le vocabulaire qui est utilisé dans les médias mainstream, c'est promotion. Tu vois, c'est-à-dire que Gabriel Attal, par exemple, qui est passé de ministre délégué au budget est promu ministre de l'Éducation nationale, comme si tout ça était inscrit dans une espèce de carrière où on montait dans l'ordre protocolaire ministériel. Je trouve ça un peu, non mais je trouve ça un peu désespérant en fait de voir les choses comme ça. Ah, je suis d'accord. Je sais pas, genre, ça n'a pas de sens en plus. Enfin, franchement, moi je me suis dit mais Aurore Berger, mais elle est complètement con quoi. Non mais sérieusement, elle a beaucoup plus de poids politique en étant présidente du groupe. Ah ben ça c'est, ça je suis complètement d'accord. Ils veulent avoir marqué sur leur CV ministre, ancien ministre, mais complètement con ce truc-là. Ouais, non mais je suis complètement d'accord. Bon. Mais d'ailleurs, c'est aussi le cas de Prisca Thévenot, a priori, qui a fait des pieds et des mains pour devenir secrétaire d'État. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un rôle. Alors qu'ils se font marcher sur dessus comme s'ils étaient, je veux dire, Papendia. Je pense que franchement, il aurait dû passer son tour la dernière fois. Hein. Oui, mais en fait, j'imagine que si on se place dans leur tête, ils imaginent pouvoir imprimer, faire des choses, tu vois, à ce poste. Bah si, je pense que c'est ce qu'ils imaginent. Ça c'est une blague. Oui, je veux dire, ils n'imprimeront rien du tout. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils sont pas là pour imprimer quoi que ce soit. C'est Macron qui décide de tout et que ils occuperont la place qu'on voudra bien leur laisser. Moi, il me semble que à l'Assemblée, il y a quand même un peu de combat politique à mener. Bon, voilà. Bref, on s'en fout. Leur plan de carrière, je pense qu'ils font de mauvais choix, mais on s'en fout. Les premiers enseignements, comme dirait Brice Teinturier, qu'on peut tirer de ce remaniement, c'est d'abord. Droit. Oui, t'as raison. Mais non, mais je plaisante. C'est pour tirer les premiers enseignements. Brice Teinturier. Voilà. Les premiers enseignements qu'on peut tirer, c'est que il y a un resserrement autour, en gros, du premier cercle du parti présidentiel, de l'entourage d'Emmanuel Macron. En gros, ceux qui ont été promus, c'est ceux avec qui Emmanuel Macron a le plus d'affinité et depuis longtemps. Certains diront que c'est les porte-flingues de l'Assemblée qui ont été, donc notamment Aurore Berger et Prisca Thévenot, qui ont été nommés ministres. D'autres y voient juste aussi le constat que en dehors de ce cercle de la Macronie, point de salut. C'est-à-dire que la promesse, enfin plutôt la demande qui avait été faite par Emmanuel Macron il y a maintenant 100 jours à Elisabeth Borne de trouver les voies et moyens de s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale n'a pas été couronné de succès et que le résultat c'est non, on va continuer exactement comme c'était le cas depuis un an et on va continuer à gouverner par 49.3. Je sais que t'es pas tout à fait d'accord, tu nous diras pourquoi, mais moi c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que honnêtement, on a remplacé dans ce gouvernement pif par paf, mais ça revient à peu près au même d'un point de vue des équilibres politiques, de la direction du gouvernement. Je ne vois de la direction prise en fait aussi par les différents ministères. Je ne vois pas ce qui a fondamentalement changé. Et d'ailleurs, j'ai écouté les prises de fonction, les discours de prise de fonction à la fois d'Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, qui était l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et l'ancien patron de l'ARS Île-de-France pendant le Covid, et de Gabriel Attal au poste de ministre de l'Éducation nationale. Globalement, à part dire c'est super les profs ou c'est super les personnels hospitaliers et puis on va faire des grands changements, vous allez voir, il faut absolument, je sais pas quoi. Ah oui, l'un et l'autre ont dit dans leur discours, Gabriel Attal a dit surtout il faudra que chaque enfant ait devant lui tous les jours un prof. Et super, vraiment grande nouvelle. Et Aurélien Rousseau a dit il faut que chaque malade ait un médecin. C'est super. Heureusement, j'espère en fait que c'est ça leur mission première. Mais enfin, c'est pas ça qui est susceptible d'imprimer, de donner une direction nouvelle ou dans la continuité de leurs prédécesseurs. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était vraiment des espèces de robinets d'eau tiède, des grands mots, des grandes phrases un peu toutes faites. Donc je vois pas trop le changement avec avant, et surtout
et j'en terminerai là-dessus, c'est la méthode en fait les relations entre l'exécutif et le Parlement qui ont été assez complexes. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis un an, c'est-à-dire c'est beaucoup de 49.3 et puis des 49.3 dans des, on en a déjà largement parlé, mais dans des situations qui étaient éminemment complexes, quoi. Je veux dire, le 49.3 est fait pour faire passer une loi contre les oppositions, alors même qu'auparavant les 49.3 étaient fait passer, enfin pour écarter les frondeurs, enfin pour faire taire les frondeurs. Donc là, on a complètement changé et je ne vois pas en fait comment à la rentrée cette méthode qui a été en fait la méthode Borne, enfin je suis pas sûr que ce soit la sienne, mais enfin de facto c'était elle qui était chef du gouvernement. Cette méthode Borne va changer, quoi. C'est-à-dire qu'on va à nouveau avoir sur la loi immigration, sur les autres lois, des 49.3 autoritaires pour faire taire les oppositions. Ce qui est un problème, à mon sens, très profond et qui est lié au fonctionnement de notre démocratie. Moi, je pense comme toi que ce gouvernement, il entérine le fait qu'il n'y a pas d'élargissement possible au plan politique, en tout cas pas d'accord possible avec les Républicains. Néanmoins, je pense qu'ils n'ont pas renoncé à couvrir tout le champ de la droite, puisque les discours, toi, tu les as trouvés filés d'eau tiède. Celui de Gabriel Attal sur l'éducation, on peut dire que c'est de la tarte à la crème de dire qu'il faut qu'il y ait un prof devant chaque élève. Déjà, ça serait bien que ce soit le cas. Je suis d'accord. Mais par ailleurs, les autres références qu'il a fait, sont des références, je dirais, c'est pas d'un classicisme qui m'ennuie, c'est que c'est à côté de la plaque, ça ne réfléchit pas au monde et c'est juste un discours d'ordre rassurant. Tu vois, lire, écrire, compter, on va mettre la blouse, on va rétablir les professeurs dans leur autorité, etc. Qui, déjà en soi, je trouve pas ça très intéressant, mais en plus, surtout, c'est que ça fait complètement l'impasse sur les difficultés que rencontre l'éducation nationale à se redéfinir dans le contexte d'une jeunesse qui n'est pas la même que celle d'il y a 30 ans, c'est-à-dire celle qui existait et celle qui s'est développée avant Internet, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, la nouvelle sociabilité, les nouveaux accès au savoir, etc. etc. Donc, ils sont complètement en dehors de ça, mais ils font pas semblant de s'y intéresser. Pap Ndiaye faisait un peu semblant de s'y intéresser. C'était quand même après la période Jean-Michel Blanquer qui était vraiment outrancièrement provocateur à l'égard du corps enseignant et réactionnaire dans ses propositions. Pap Ndiaye, on avait le sentiment qu'il était là un peu pour d'abord remettre un peu de lien avec le corps enseignant et pour s'interroger sur une éducation nationale davantage en lien avec la France d'aujourd'hui. Bon là, c'est plus du tout le sujet, quoi. Hein. Il a même pas fait semblant de s'intéresser au sujet, Gabriel Attal. Donc, et le choix d'avoir découplé la ville et le logement, qui avant était un seul ministère, et maintenant il y a un ministère de la ville qui est rattaché au ministère de l'Intérieur avec une dame qui est connue pour ses positions sécuritaires. C'est-à-dire que là, le premier message qu'on envoie après la révolte qui vient d'avoir lieu en début juillet, fin juin, début juillet, c'est un tour de vis sécuritaire et pas du tout une réponse structurante sur les problèmes urbains. Moi, je ne crois pas que ce qui s'est passé soit lié à un problème urbain. Néanmoins, les problèmes urbains existent. Et là, ce n'est plus dans sa feuille de route. Elle est juste là pour faire redresser tout le monde et mettre de la police dans les quartiers. Très sincèrement, je pense que c'est quand même un discours, une orientation assez droitière pour couvrir le champ de la droite, bien qu'il n'y ait pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que là, je pense que les Républicains, en tant que parti, peuvent compter leurs abattis, quoi. Ils vont se faire tailler des croupières. Donc, on a bien un gouvernement. Alors, donc, un gouvernement, je pense, qui est très axé à droite, dans ses grandes orientations et dans les messages principaux qui sont envoyés, dans lequel il n'y a plus de société civile, entre guillemets. Je pense que là, c'est un autre message qui est envoyé, c'est que comme il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'élargissement de la majorité, comme ils disent, le débat va être dur à l'Assemblée nationale, et donc ils veulent, en d'autres temps, on aurait dit un gouvernement de combat, c'est-à-dire des gens qui sont très politiques,
pour mener des combats politiques. C'est-à-dire que je pense qu'on va vers une Assemblée nationale, vers une année politique qui va commencer, qui va être dure parce qu'il n'y a pas cet élargissement, parce que les Républicains vont résister, parce que Marine Le Pen va essayer de manger l'autre moitié des Républicains, et donc parce qu'il y a la volonté de les couvrir. Donc il va y avoir un débat politique qui va être dur, et donc on a choisi des ministres durs au sens de solides politiquement, des gens qui sont capables de mener un combat politique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet là. Donc pour moi, c'est pas exactement le même que la même histoire que l'histoire qu'on vient de vivre là. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on promeut, c'est en effet bon, Aurore Berger, moi je pense qu'elle fait un mauvais calcul pour elle-même, mais à part ça, ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'elle était, mais waouh, une nana, elle envoie du bois, hein, Aurore Berger, hein, d'avoir comme face à toi, faut être, elle est assez solide, quoi. Attal, il est totalement épouvantablement arriviste et carriériste, mais il sait manipuler les images, les idées, les concepts politiques. Alors justement, moi, c'est un peu quelque chose que je conteste là dans ce que tu dis. Tu dis ils sont très politiques, mais là, tu cites Aurore Berger et Gabriel Attal. Aurélien Rousseau, il a de la culture politique. Hein. Il a fait un parcours Alors politique. c'est un peu différent. Mais les deux autres là dont tu parles, en fait, ce sont des gens qui sont à l'aise dans deux endroits, à la fois dans l'Assemblée nationale et dans la joute oratoire et dans les médias. Mais sinon, souvent aujourd'hui, quand t'as un député en gros qui s'exprime correctement et qui envoie de la punchline qui fait des jolis tweets, on dit bon bah il est très politique, tu vois. Bon, j'ai un peu de mal en fait à considérer que ça c'est ce qui doit faire un bon politique, tu vois. Et ça recoupe en fait un autre problème que j'ai, c'est que dans les gens qui sont rentrés au gouvernement, t'as beaucoup de parlementaires. Et il y a cette vision aujourd'hui qui est portée à la fois par le parti présidentiel, mais pas uniquement, hein, qui est aussi portée par certains partis de la gauche, à commencer par la France Insoumise, et on en a déjà parlé, que la politique ne se ferait qu'à l'Assemblée nationale. Et donc les politiques, tu vois, ceux qui incarnent la politique, tu vois, ne pourraient se trouver que parmi le vivier des députés. Mais Pablo, t'oublies un truc, c'est qu'ils n'ont de cadre que à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas d'élus locaux. Mais très bien, mais ce que je veux te dire, c'est que les responsables politiques, ou alors c'est la société civile, avec quand même en gros une série d'échecs qui se renouvellent depuis 30 ans. Hein, depuis 30 ans qu'on dit qu'on va mettre la société civile au pouvoir, au gouvernement. Ça ne marche pas. Et par ailleurs, il faut des gens en politique qui aient de l'expérience politique, de la culture politique, de la pratique politique. Soit tu es un élu local, tu es le maire, tu es le président d'un conseil général, voilà. Éventuellement, tu peux avoir des dirigeants de grandes associations ou de syndicats qui peuvent aussi faire partie de ton vivier, mais là, ils n'ont rien de tout ça. Les seuls cadres politiques, ça en fait pas mal, hein. Je veux dire, ils ont quand même 215 députés, donc... non mais attends, je dis pas ça. Ils n'ont pas de ressources en dehors de l'Assemblée. En fait, le problème, c'est que ce remaniement, mais d'ailleurs comme les précédents, c'est des espèces de casting où on choisit les gens en fonction de leur qualité hyper personnelle, tu vois, de comment ils s'expriment, etc. Parfois un peu de leur CV, c'est le cas d'Aurélien Rousseau, hein, énarque, ARS, cabinet d'Elisabeth Borne, mais jamais, en fait, parce qu'ils ont construit quelque chose durant leur vie et ils ont construit une dynamique, par exemple. En fait, hier, on en parlait. J'ai regardé un peu comment Jack Lang et Aurélien Rousseau, tous les deux, et François Bayrou, tous les deux, ils ont été ministres de l'Éducation nationale. Et c'est assez intéressant. Moi, je parle Jack Lang, ministre de la Culture, il a aussi été ministre de l'Éducation nationale, mais quand il était ministre de la Culture, et François Bayrou, donc plutôt de droite, ministre de l'Éducation nationale. Et c'est assez intéressant parce que eux, ils ont construit en fait leur nomination. C'est-à-dire avant que d'être nommés, ils ont tissé des liens, ils ont créé des dynamiques au sein de leur secteur et d'ailleurs dans la société. T'en as à me proposer ? Mais
C'est ça. Mais je te dis, Non, mais ce que je ne fais tu que dis, constater en fait que genre aujourd'hui, ça, mais c'est cette la, façon de penser, ça, pour moi, François Bayrou, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, et Jack Lang, lorsqu'il a été nommé ministre de la Culture en 80, c'était des ministres politiques parce qu'ils étaient en fait la queue de comète de une dynamique générale de leur secteur. Après, ils avaient aussi des opposants, des machins. Je dis pas que après ça roule comme sur, enfin ça marche comme sur des roulettes, tu vois. Mais ils sont la queue de comète. Aujourd'hui, on demande à Gabriel Attal et Aurélien Rousseau d'être non pas des queues de comète d'une dynamique, mais d'être les figures de proue d'un truc que de toute façon ils maîtrisent même pas. Tu vois. On leur demande d'arriver avec des idées qu'ils vont devoir faire avaler aux fonctionnaires, puisque c'est des gros secteurs de fonctionnaires. Hein. C'est une grosse fonction publique hospitalière et une grosse fonction publique éducation nationale. On leur dit, trouvez-leur des bonnes idées pour que tous les fonctionnaires soient d'accord, tu vois. Et t'es là, genre, je suis désolé, je pense que ce n'est pas possible en fait qu'on continue à faire de la politique comme ça. Et hélas, et c'est là, parce que tu me dis ils ont pas le casting machin. Le problème c'est que la gauche j'ai l'impression qu'on est en train de penser en fait notre façon de prendre le pouvoir, etc. de la même manière. On se dit, on va avoir des bonnes idées pour les fonctionnaires. Et puis, on va leur faire manger, on va leur faire accepter une fois qu'on sera au pouvoir. Tu vois, on ne crée pas, on n'est pas dans l'optique, en fait, de créer des dynamiques à l'intérieur, en fait, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'éducation nationale. Or, c'est à ça qu'on devrait travailler. Parce que sinon, bah, t'arrives, et Gabriel Attal, peut-être qu'il va avoir des bonnes idées, ou Aurélien Rousseau, j'ai plus d'espoir sur Aurélien Rousseau que sur Gabriel Attal. Peut-être qu'il va avoir des bonnes idées, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais lorsque tu es à la tête d'un ministère qui est aussi pluriel, aussi nombreux, etc. Même si tu as une bonne idée, mais ça ne sert à rien. Tu peux la jeter à la poubelle, ta bonne idée, tu vois. Si derrière, tu n'as pas genre une mise en marche, pour le coup, une mise en marche de l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. d'accord, c'est pas l'objet d'un remaniement ministériel. Ah bah, Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est c'est que cosmétique, ben ça, non, on est c'est pas d'accord. ça. C'est pas que c'est cosmétique. Ah moi, je pense pas que c'est cosmétique. Je pense qu'on essaie vraiment de structurer une équipe par rapport à ce qu'ils analysent comme étant les rapports de force et les combats qui vont venir. Donc moi, je ne crois pas du tout cosmétique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au moment du remaniement ministériel, tu regardes et tu fais avec ce que tu as. C'est-à-dire le fait que malheureusement, ils n'ont pas de relais dans les forces syndicales, par exemple, ils les ont pas. Ils ne les ont pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dynamique sociale qui leur soit favorable dans aucun secteur. Mais je veux dire, donc du coup, ils font avec ce qu'ils ont. Tu as raison de dire que c'est. Ce que je veux te dire par là, c'est que cet assèchement, tu peux le constater au moment, mais ce n'est pas par choix de ne s'intéresser que aux députés. C'est que de toute façon, les macronistes sont faibles. Dans le monde du travail, c'est évident. Ils sont faibles dans les territoires, c'est évident. Donc, dans le monde intellectuel, je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de lignes de force. Donc, ils font avec des politiques qui sont estampillés politiques, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur la matière politique parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont ministres ou parce qu'ils sont directeurs de cabinet. Oui, mais en fait, moi, quand j'ai vu ce remaniement et que je les ai écoutés, j'ai mis en perspective ce que la gauche, en fait, pourrait proposer, tu vois. Et globalement, on n'a pas à proposer beaucoup mieux que ce que eux proposent. En matière d'idées, je serais beaucoup plus d'accord avec la gauche, tu vois. Mais en matière de méthode, en fait, pour nommer des ministres, je suis désolé, mais la gauche n'a pas beaucoup plus de prise, en fait, sur la fonction publique hospitalière ou sur la fonction ou sur l'éducation nationale. Un peu plus, hein, genre quand même. Mais on placerait un type, tu vois, qui arriverait avec des idées toutes faites, parce que de toute façon, c'est écrit dans l'avenir en commun. Et puis genre, et puis voilà, tu vois, je veux dire, je vois un parallélisme en fait de la façon, dans la façon de penser la politique. Alors je sais que les gens ils vont me hurler dessus, mais tu vois, cette façon en fait d'imaginer que avec des bonnes idées, on va pouvoir mettre le pays en marche. Mais non, avec des bonnes idées, on met pas le pays en marche en fait. Et c'est pas comme ça en fait que ça se passe. La politique, elle se passe à un autre niveau, niveau que les ministères ou l'Assemblée nationale. Et c'est important de le rappeler, surtout à un moment où on parle du remaniement ministériel, tu vois, et où toute la politique est focalisée sur ce qui se passe rue de je sais pas quoi, enfin rue de Grenelle. Je suis d'accord avec toi, et surtout ce que j'allais dire, c'est qu'en fait là, ils actent le fait qu'ils ne vont pas élargir leur majorité, que donc en fait la situation politique française qui est une tripartition gauche, droite, extrême droite, personne aujourd'hui n'est en mesure de la surmonter. C'est-à-dire personne ne travaille, ne se donne même l'objectif
de travailler un projet qui soit un projet de rassemblement du pays. C'est-à-dire de créer une dynamique sociale, d'avoir des gens qui partagent un projet et qui vont du coup s'engager dans ce projet. Il y a pas, enfin pour l'instant, alors la NUPES, elle est englué jusqu'au cou dans ces engueulades internes, mais sans que ça soit producteur de confrontation de fond, d'idées. Enfin, je veux dire, là, pour l'instant, on est dans des désaccords que je ne crois pas du tout marginaux et secondaires, hein, mais qui portent sur la posture politique, au fond. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, la radicalité, etc. Bon, ça ne va pas tellement nourrir un projet de rassemblement. Et puis tu as la droite macronienne ou LR qui s'enferre dans l'étroitesse de leur approche, mais qui ne peut pas rassembler la France. Et puis l'extrême droite aussi. C'est-à-dire qu'on a cette tripartition qui, à mon avis, rend les choses impossibles du point de vue dont tu viens de parler, c'est-à-dire de créer des dynamiques sociales, des dynamiques d'idées, de propositions, etc. Mais là, personne ne semble en tout cas en mesure, l'ont-ils les uns ou les autres le désir. Je suis même pas certain que en vérité on veuille chercher cette dynamique sociale parce que finalement on s'habitue à l'idée que le gouvernement et l'Assemblée nationale peut ne représenter qu'une part minoritaire du corps électoral. Alors là, pour la première fois, la part minoritaire du corps électoral n'a pas donné la majorité des députés, ce qui crée la situation bizarre. Mais ça fait quand même longtemps que Chirac, il est élu avec 20% des voix. Enfin, je veux dire, c'est le fait qu'on ait des camps très affaiblis et cette tripartition, elle émerge de façon massive en 2022 avec le bordel à l'Assemblée, mais en vérité, ça fait un moment que la gauche n'est plus majoritaire et ça fait un moment que la droite n'est plus majoritaire. Donc on verra, on verra comment ça se passe à la rentrée. Et moi, ce que je comprends de ce qui s'est passé là, c'est qu'il n'y a absolument aucune idée chez Emmanuel Macron de revenir au discours qu'il avait tenu à Marseille pour pouvoir avoir une majorité de gens de gauche qui votent pour lui, c'est-à-dire en fait justement de rassembler la gauche autour des idées à la fois de planification écologique avec son super slogan mon mandat sera écologique ou ne sera pas, et sa promesse de gouverner autrement, d'être plus horizontal, moins vertical, etc. C'est-à-dire ces deux promesses de renouveau démocratique et d'écologie qui, moi, me semblent être des possibles fondements d'un nouvel élan du pays, il n'a pas du tout l'air de vouloir les mettre en œuvre. Les premiers signes, en tout cas envoyés par les ministres qu'il a choisis, montrent qu'il est encore englué dans cette idée de bouffer complètement les LR sur les thèmes de l'ordre et du régalien. Bon, avec ça, oui, c'est bien. Il aura 30%, quoi. Il aura fini de manger les 4% qui restaient à Valérie Pécresse. Super! Bon, c'est pas un avenir très radieux que l'on dresse à la fois pour la France, mais aussi pour Emmanuel Macron lui-même, parce que là, c'est vrai qu'il s'est cornérisé là. En fait, il passe son temps en fait, il continue à créer en fait, à se bunkeriser, en fait, à bunkeriser, genre, son truc, en rétrécissant comme peau de chagrin. En fait, toi, tu dis qu'il va chercher du côté de la droite, mais en vérité, moi, je pense que la droite, elle tient quand même, son espace politique, tu vois, genre, même si elle se dévie, elle va de plus en plus vers l'extrême droite, etc., tu vois, genre, politique, enfin, ils vont la faire éclater, la droite. Alors, ils vont je sais pas, parce que genre, en fait, ils tiennent encore, comme tu as dit tout à l'heure, en dehors de l'Assemblée nationale, le parti, le parti d'Emmanuel Macron, il n'existe pas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont encore les mairies, tu vois. Et les mairies, les LR, ils ont pas tellement l'intention d'aller, genre, s'afficher avec Emmanuel Macron après ce qui s'est passé, notamment par exemple pour les retraites. Donc jamais ils iront. Donc et ça, or ce tissu, il en a besoin, Emmanuel Macron. Donc il peut investir leur terrain, genre idéologique, mais politiquement, ils resteront des opposants. Moi, je pense que c'est le grand combat qui s'annonce. La question des municipales, il va y avoir la question l'année prochaine des européennes.
mais qu'avant l'élection présidentielle, il y a la grande affaire des élections municipales dans lequel, en effet, peut se nouer ce que je redoute qui va se nouer en Espagne, c'est-à-dire des alliances droite, extrême droite qui vont probablement se faire en Espagne et permettre, enfin, qui se sont faits et qui peuvent se développer au niveau national en Espagne. Et moi, je crois qu'on peut trouver justement soit des alliances macronistes droites, enfin tout le monde bruisse de ça concernant Paris, un accord Attal-Dati entre eux, on a vu qu'à Marseille c'est ça qui se cherche, etc. C'est-à-dire que des accords droite macroniste, c'est en train de continuer de se chercher et donc la droite, elle aura à choisir entre je m'allie avec les macronistes ou je m'allie avec l'extrême droite. C'est pour ça que je pense que ça peut, les élections municipales peuvent constituer une vraie épreuve pour les républicains, mais de toute façon, et en tant que force politique, ils n'existeront plus. Hein. Enfin, je veux dire, la Macronie va avoir recouvert tout. C'est marrant ce matin. Oui, c'est marrant parce que ce matin, je me souvenais de la fin de Giscard. Vraiment, Macron, que beaucoup ont comparé à Giscard, enfin la fin de Giscard, il faut se souvenir que le ministre de l'Intérieur c'était Pierre Fitte et que le ministre le ministre de la Justice c'était Pierre Fitte et le ministre de l'Intérieur c'était Poniatowski. C'est-à-dire vraiment des gens extrêmement de droite, dur. Hein. C'est-à-dire que dans la détestation qu'il y a eu de Giscard à la fin de son mandat, il y avait Raymond Barre qui était le ministre, le premier ministre, premier économiste de France libéral, et très libéral, mais il y avait aussi les lois liberticides portées par Pierre Fitte, la gestion de la police extrêmement autoritaire de Poniatowski. Donc, on a une fin de Giscard qui est très autoritaire et très libérale. Et c'est vraiment ça qui est en train de... Enfin, ce champ-là qui est en train de prendre Emmanuel Macron. Moi, j'ai l'impression qu'on... Ça a signé la fin, hein. Du courant giscardien après. Bah oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que en fait, le duopole à l'intérieur de la droite entre l'UDI et à l'époque, ça s'appelait comment? Je sais pas, les gaullistes, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait à l'époque, le RPR peut-être déjà, ouais. Entre l'UDI et le RPR, là UDF. C'était UDF, non, à l'époque. C'était UDI, UDF, c'était la même chose, je sais plus le nom qu'ils avaient. Mais enfin bon, cette droite-là et l'autre droite, bon bah tu vas un peu la retrouver un peu de la même manière, sauf que là tu as le pôle libéral autoritaire extrêmement puissant par rapport au pôle populaire, autoritaire, qui serait incarné par le RPR et à peine aujourd'hui par les Républicains. Donc cette dualité à l'intérieur de la droite, on l'a un petit peu oubliée parce qu'elle a été recouverte par la création par Chirac en 2002 de l'Union de la majorité populaire ou je sais pas quoi, l'UMP qui avait absorbé tout le monde dans un seul tout, en dehors de Bayrou qui était resté en dehors, qui n'était pas rentré dans cette grande famille qui mélangeait tout le monde. Mais en fait, la droite, elle est divisée en deux et c'est là, en ce moment, c'en est une qui est en train de dominer complètement l'autre. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois. Moi, pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais attends de voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'arrive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, là, t'as parlé de Barre, etc. Enfin, tu vois, celui qui donnait le là du côté de chez Giscard, c'était pas uniquement Poniatowski, tu vois. Il y avait aussi Raymond Barre, en fait, qui proposait une vision ultra libérale de la société, de la France, etc. Or, aujourd'hui, et c'est ça mon principal problème, c'est que à droite, les différences en fait entre les deux droites ne se font que sur la question de l'immigration et de la sécurité, quoi. Je veux dire, ils ne parlent que de ça et c'est leur obsession, c'est ce sur quoi ils entendent en fait se différencier. C'est pour ça que je pense que Xavier Bertrand, Aurélien, comment il s'appelle, Taché, non, Aurélien quoi, le type là qui avait voté. Ah oui, j'ai oublié son nom. Oui, c'est ça. Bref. Le frondeur DLR. Le frondeur DLR. Je dis, il y a une petite droite qui se veut une droite populaire sociale, ce qui n'empêche pas d'être également autoritaire, anti-immigration, etc. Hein, parce que ce qui était déjà le RPR à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein de la droite, il y a un petit courant qui pense que sa sortie, c'est aussi en étant un peu plus populaire
que les macronistes grands bourgeois, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on retrouve un peu Enfin, pour l'instant, il est cornerisé, hein. oui, Il est pas dans le centre, hein, c'est tout à Xavier fait. Bertrand. Hein, enfin. C'est pour ça que je te dis que pour Mm. l'instant, je pense qu'il y en a un qui a pris vraiment Mm. l'ascendant sur l'autre. C'est le camp libéral autoritaire a vraiment domine et le camp libéral qui serait pas autoritaire, qui aurait pu être incarné par genre un mec comme Strauss-Kahn, c'est-à-dire le social-libéralisme à la mode Tony Blair, bah, il a complètement disparu puisqu'en fait ses représentants, ils sont au pouvoir, ils ont tourné kazakh, c'est-à-dire justement précisément Gabriel Attal qui est un Strauss-Kahnien à l'origine et qui maintenant tient des discours absolument hallucinants de réaction, quoi. C'est un réactionnaire, hein, je veux dire, dans son discours. Alors, tu vois, il est tellement arriviste qu'on ne sait pas, peut-être que demain, ils pourront encore changer d'avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est que pour se faire bien voir du chef, c'est ça qu'il faut raconter. C'est assez drôle parce qu'on a commencé en parlant du remaniement et puis on a fini par parler de la droite, tu vois, et genre comment se recompose ce paysage de la droite. Mais ce qui, à mon avis, est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer et de ce que aujourd'hui représente ce gouvernement. Dernier petit point avant les vacances. Je voulais parler d'un truc. Bon, on va voir si ça marche, si on arrive à en parler. Moi, je vais souvent dans les cafés. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé à Clichy-sous-Bois parce que je devais aller voir Mohamed Meshmash et puis finalement, bon, il a annulé. Mais je me suis retrouvé 2 heures dans une chicha à Clichy-sous-Bois. Parfois, je vais prendre un café, je sais pas, j'étais dans le Haut-Doubs, dans la famille de mon copain, donc dans la campagne assez profonde quand même, près de Mèche, ou je sais pas, ou un café dans le centre de Paris. Donc dans des endroits très différents et j'écoute ce que les gens disent, tu vois, et d'abord on peut écouter aussi ce que les gens disent dans sa famille, dans sa machin. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bon, ils parlent pas trop de leur travail, ce qui intéresse les gens, d'ailleurs c'était dans une étude de l'IFOP, les discussions sur ceux dont parlaient les gens lorsqu'ils se retrouvaient, que ce soit en famille ou entre amis. Ils parlent pas tellement de politique, ils parlent pas tellement, enfin, ça peut arriver, hein, ils parlent pas tellement de travail, ils parlent de leurs amours. C'est-à-dire ça, c'est un des sujets quand même qui est très important, et de sexe. Enfin, c'est souvent un sujet qui est lié, d'ailleurs pas uniquement, tu vois, mais bon, amour et sexe. Ils parlent de sport, et notamment de foot. C'est un sujet qui est très important, qui est très présent, etc. Et ils parlent... attends, c'était quoi le troisième sujet? Amour, foot... Ah, et ils parlent de culture. Et ils parlent de culture, notamment à l'aune des séries qu'ils ont vues. Parce qu'aujourd'hui, la série, ça prend vraiment une très grande importance. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que tu es plutôt animé japonais ou tel animé One Piece, ou est-ce que tu es plutôt Stranger Things, etc. Mais il faut voir, genre, le nombre de gens qui ont vu ces séries en France. C'est absolument monstrueux. Si tu ajoutes, je pense, One Piece et Stranger Things, je pense que tu es à plus de 10 millions de Français. D'ailleurs, il y a 10 millions de Français qui sont abonnés à Netflix aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une masse considérable de gens, en fait, qui regardent ça. Si tu rajoutes les gens qui sont abonnés à Spotify et qui écoutent Beyoncé, Aya Nakamura ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui est très important dans la vie des gens. Et d'ailleurs, très souvent, ils te disent, genre, quand dans le cadre du travail, par exemple, tu te dis, bah, c'est quoi ton programme de la semaine? Ils vont pas te parler de leur agenda professionnel, tu vois. Ils vont te dire, vendredi, je vais au concert de machin. Bah, samedi, il y a tel match de foot, tu vois. Genre, d'ailleurs, nous, ici, tu vois, ils nous parlent que de leur, moi, je suis pas très foot, d'ailleurs, toi non plus. Enfin, moi, j'aime bien participer à ces grandes messes populaires, mais sinon, je suis pas très foot. Mais ici, ils ne font que nous parler de ça. Genre, le mardi, alors il y a tel match du PSG, il y a tel match d'Arsenal, il y a tel match. Et c'est très important. Et on ne parle, c'est hyper important. Quand on parle pas de la gauche, on parle de foot. Exactement. C'est tout à fait vrai. Or, l'amour, le foot / le sport et cette culture, que ce soit la musique ou les séries ou les livres, hein, éventuellement, mais personne en politique, personne ne se saisit de ces sujets. Et je ne dis pas qu'il faut s'en saisir de façon politicienne et savoir comment est-ce qu'on récupère ce truc, mais juste essayer d'imaginer en fait que moi je trouve que la gauche par exemple, elle se saisit de la question du travail.
On peut dire qu'elle s'en saisit pas hyper bien. Parfois, on peut avoir, mais c'est un sujet qui est quand même central. Quand t'écoutes, genre, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et les Verts, franchement, ils en parlent. En revanche, ce qui se passe, genre, après 18 heures, et qui est pas une question qui est négligeable, c'est-à-dire après le boulot, ce qui se passe le week-end, ce qui se passe, en fait, dans la tête des gens, même parfois lorsqu'ils travaillent, mais ça n'existe pas. En fait, on a l'impression que parler de la vie en dehors du travail euh, n'existe pas. Et je le dis avec ça me pose d'autant plus problème que très souvent dans la bouche des gens de gauche, on imagine le travail comme étant un instrument un truc de domination, de souffrance, etc. C'est pas le travail comme émancipation est quelque chose qui est voulu par la gauche, mais on en parle rarement comme ça, tu vois. Enfin, on fait rarement le constat que, oh bah oui, le travail en ce moment en France, c'est vraiment l'émancipation, tu vois. Non, le travail, c'est de la domination, c'est horrible, etc. Et c'est de la souffrance. Donc, si on considère que c'est ça, les gens, bah, on est quand même heureux. Enfin, tu vois, on a le droit quand même d'avoir des moments où on est heureux dans notre vie, tu vois. Donc, il faut qu'on arrive à parler de ce qui nous rend heureux, en fait, ce qui nous meut, ce qui nous maintient en vie, tu vois, Regarde, nous, même on dans la parle de misère. politique. Oui, non, mais nous, on parle On de peut dire que politique. ça nous rend très heureux. Mais déjà, on parle pas que de ça, tu vois, genre, C'est hier, vrai. on a fait un barbecue, tu vois, genre, bah, il s'est agi pendant, genre, 20 minutes de choisir, genre, la viande qu'on allait mettre dans le barbecue. Oui, il y avait de la viande dans le barbecue, c'est pas bien. Mais bon, bref, peu importe. Mais de savoir ce sera qu'on allait pardonné. foutre, ça sera pardonné. Mais de savoir ce qu'on allait foutre dans notre barbecue, avec Daniel Simonet qui a fait la midinale, savoir, l'accompagnement, et après, quand on a discuté, on a eu une discussion, donc, encore une fois, il y avait Daniel Simonet et on était plusieurs autour de la table. On n'a pas fait que parler de politique, tu vois. On a aussi parlé du reste, Bien sûr. tu vois. Et c'est hyper important de parler du reste. Oui, mais ça, tu peux pas penser que les gens qui font de la politique ne parlent pas du reste. En dehors de, non, Mais mais le ramener dans le champ du politique. alors, ce qui est compliqué, c'est soit tu le ramènes dans le champ du politique, c'est-à-dire que tu as un discours politique sur ces sujets-là, ce qui est bien et pas que bien, c'est-à-dire que tout ne mérite pas un discours politique. Ce que je veux dire, le fait que tu soutiens l'Arsenal ou je sais pas quoi, ou le PSG, ce qui est un discours ce qui est une préoccupation très importante à regard. Il y a aussi Barcelone, je sais pas quoi. Si tu veux, ça mérite pas une discussion politique. En revanche, ce que je pense, c'est que ce qui est important, c'est que les personnes qui font de la politique, elles expriment dans leur façon d'être et éventuellement ce qu'elles racontent à un moment ou qu'elles puisent de leur expérience, des expériences diverses. Par exemple, tu disais, on parle du travail. Moi, je trouve pas qu'on parle tellement du travail. Je trouve qu'on commence à dire que c'est une question, mais il y a quand même très peu de gens qui, dans le monde politique, sont capables de parler du travail par leur expérience. Ouais, mais franchement, je veux dire, je sais pas, moi, je pense Rachel Keke, voilà, on connaît son métier. Qui d'autre? Moi, je connais pas les métiers des autres. Tous les responsables politiques que nous avons sont des gens qui ont un métier, qui ont comme métier d'être des hommes et des femmes politiques depuis au moins 20 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres. Notre cher Gabriel Attal, qui devient ministre de l'Éducation nationale, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa life? Rien d'autre que d'être dans les appareils, l'État, le pouvoir, le machin. Il n'a pas un métier, il ne peut pas parler du métier. Donc, moi, ce que je trouve qui est plus problématique, je ressens ce que tu dis sur cette espèce d'appauvrissement, mais c'est un appauvrissement qui est lié au fait que les élus qui sont en place ne racontent pas tellement d'autres choses par leur vie, et quand ils parlent, ils ne puisent pas leur expérience ailleurs. Par exemple, tu vois, Ruffin, quand il est venu avec son maillot de foot, il a quand même parlé de ce que c'était que le foot, pas les grandes équipes, mais la question du foot amateur quotidien dans les bourgs, etc. Je trouve que le fait qu'il y ait plus de femmes, par exemple, ça n'a pas beaucoup changé les sujets de discussion. Par exemple, dans les sujets qui comptent beaucoup dans nos conversations ici, c'est la question de la parentalité. On est, pour beaucoup d'entre nous, parents d'enfants, soit petits, soit ados, soit très jeunes adultes, et c'est une question qui nous intéresse. Je trouve que ça n'en vient pas souvent
en appui. Et donc, du coup, ça fait une discussion, ça fait quelque chose d'un peu désincarné, et ça, éventuellement, ne fait que parler des choses par de la proposition politique. Mm. C'est-à-dire que Netflix, là, il y a eu, comment il s'appelle, Louis Louis Boyard. Boyard, qui a fait une proposition, à mon avis, complètement farfelue, parce que je vois pas comment on peut légiférer sur le thème, on a le droit de truander. Ça me paraît un peu bizarre. Néanmoins, il a pris en charge un sujet qui est que beaucoup de gens regardent Netflix en truandant les codes de leurs voisins, de leurs cousins, etc. Donc au moins, il a parlé de Netflix. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ce que je trouve qui manque, c'est de nourrir que le personnel politique, que ce soit les élus, le gouvernement, les dirigeants des partis, ceux qui vont dans les médias, etc., ait une vie personnelle suffisamment, c'est pas qu'elle soit riche, mais qu'elle soit suffisamment commune aux autres. Qu'est-ce que c'est que de faire ses courses au supermarché, d'élever ses mômes, de soutenir un club de football amateur, d'aller voir, tiens, le film Barbie là. Moi, j'attends d'aller. Je vais aller voir le film Barbie parce que je crois il est bizarre. Je pense que c'est un truc marrant, mais je vous le dis comme ça parce que bon, Barbie, comme cette ambiguïté de la femme affranchie des années 60 et en même temps de la femme poupée. Bon, et il paraît que la réalisatrice. Par Mattel. Mais il paraît que la réalisatrice est une féministe. Donc j'ai envie d'aller voir ce film. Bon bref. Bon ben c'est ça que je trouve que ils ne parlent pas de Barbie quand ils vont parler. Si jamais ils parlent d'un film, et en fait en général ils ne parlent pas de cinéma, mais si jamais ils en parlent, ils vont pas parler de Barbie. Mais moi, je pense que c'est aussi une question. Je dis pas que ça doit, qu'il doit y avoir un discours qui est fait sur Arsenal ou le PSG de la part d'un ou d'une politique, tu vois. Moi, je dis plutôt, c'est dans l'analyse en fait qui est faite de ce qu'est notre société. Ces questions-là ne sont pas prises en considération. Oui, ce qu'on prend en considération, c'est le salaire, le machin, est-ce que t'es CSP+, t'es CSP-, etc., tu vois. C'est-à-dire, oui, je pense... Et c'est des questions qui sont importantes, hein, je suis pas en train de les négliger, mais je dis juste que, en vérité, tu vois, par exemple, je me souviens, il y avait... Quand tu parles à des gens, par exemple, qui vivent dans des grands ensembles, dans des bâtis qui sont très détériorés, ou pas d'ailleurs, très souvent, moi, il y en a qui habitent à côté de chez mes parents. Et ils me disent, oui, enfin, on fait que décrire en fait là où on habite comme si c'était genre de l'horreur, genre machin, tu vois. Mais les mecs et les meufs qui habitent sur place, mais en fait, ils sont heureux. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils sont certes. Il est important en fait d'aller quand t'es un élu de gauche d'aller dénoncer le fait qu'il y a des rats, qu'il y a des fils qui pendent, que la façade est en train de s'écrouler, que c'est des passeurs thermiques. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne peut pas résumer le logement HLM dégradé à juste ça. Oui, surtout on peut pas résumer le logement HLM à ça, parce qu'en fait, le logement HLM est souvent moins dégradé que le logement privé. Oui. C'est parce qu'il y a un peu d'exigence et de devoir des offices HLM. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que, non, mais je le dis souvent pour plaisanter, mais à gauche, parfois, on a l'impression que finalement, qu'on t'annonce le cancer, c'est une bonne nouvelle, quoi, parce que enfin, on va en finir avec ce monde horrible. Non, je suis d'accord avec toi. Nous ne portons pas le fait que qu'on est heureux de vivre. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on se bat, parce qu'on aime la vie. Exactement. Et c'est ce que disaient les Gilets jaunes. C'est ce qu'on dit les Gilets jaunes, tu vois. Ils ont dit genre non, nous on va faire des barbecues sur les ronds-points, tu vois, et on est heureux et on fait la fête et on boit de la binouse et genre et c'est des moments en fait des espèces de réconciliation, enfin en fait d'apparition. Il y avait des revendications politiques bien évidemment et vraiment avec des propositions très claires, mais il y avait aussi juste de dire regardez, genre on n'est pas des trous du cul, tu vois, genre perdus, genre triste, blafard et genre et sans téléphone, tu vois, genre non, en fait, on kiffe notre vie, tu vois. Exactement. On se bat pour vivre. Mais en fait, on est heureux de vivre, tu vois. Enfin, on est heureux de la vie. Tu vois, genre, je me souviens j'avais suivi une élue qui se battait contre les rats dans les appartements. Et je voyais le discours qui était tenu par elle et puis par les militants. Au bout d'un moment, je parlais avec des gens, c'était dans Paris, dans les quartiers
les plus populaires de Paris. Et il y a un type qui me dit, ah oui, enfin, tu vois, il parle avec les militants, tout ça, il dit, ah oui, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et puis au bout d'un moment, il dit, comme moi, je m'entendais bien avec lui, puis j'ai commencé à parler avec lui, au bout d'un moment, il me dit, bon, et sinon, je fais un barbecue dimanche, enfin, si tu veux venir, tu vois. C'est-à-dire que il avait raconté, parce que ça, c'est aussi un problème du politique, c'est que, en fait, au politique, on vient lui raconter tout ce qui va pas. Tu vois, tu lui fais une liste à la Mm. Prévert de tout ce qui va pas, tu vois. Mais en vrai, genre, même la personne, en fait, qui fait une liste parfois absolument très dure, genre, de tout ce qui va pas, en fait, le dimanche, il va faire son barbecue, et le samedi, il va regarder son match, enfin, exactement comme tout le monde, tu vois. Ouais, Enfin, il fait genre, et il l'amour va être heureux, et il fait l'amour, exactement. et genre, Mais oui, et vive la vie, ben tu oui, vois, genre, exactement. et donc, du coup, ça, je pense que il y a un truc une histoire en fait à re-raconter. Ça me fait penser à une chanson de Jean Ferrat euh, qui doit dater des années 60, je sais pas exactement, qui s'appelle, qui parle d'un couple de jeunes et ils s'aiment un été. Et elle est ouvrière dans une usine, ils habitent à Créteil. Et la chanson, elle dit ça, elle dit Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle porte pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Puis la chanson se développe et ça se termine par l'été, quand il y a du soleil, puis on reste ensemble toute la nuit, je pose ma tête sur ses reins et je prends sa main dans la mienne et je la garde. Je me rappelle plus exactement des mots, mais c'est ça ce dont il est question. C'est d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui sont heureux. Et ben voilà, ce que je trouve, c'est que ces mots-là, il faut qu'on arrive à les retire. Bon Bonnes été. vacances ou pas.